Donc cette table ronde, elle est, vous allez le voir, en lien avec la thématique que l'on a abordée toute cette année durant le projet de recherche-action collaborative. Mais on va traiter, on va essayer d'aller voir un petit peu d'autres choses autour de cette thématique du temps. Et donc la question qu'on a souhaité de manière plus générale se poser, c'était comment penser la temporalité des activités avec de jeunes enfants, donc qui est une chose qui est venue assez souvent dans les questionnements qu'on avait au cours de l'année. Et donc là, on a voulu s'intéresser à différents facteurs qui pourraient avoir leur place qu'on pourrait prendre en compte quand on réfléchit à la temporalité des activités avec des jeunes enfants. Et donc, on va évoquer au cours de cette discussion aussi bien les capacités attentionnelles des enfants, avec est-ce qu'il y aurait une limite dans l'attention des enfants qui fait qu'il faudrait penser les activités d'une durée précise, comment est-ce que ça va varier aussi au cours de l'âge, vu que c'est pas la même chose un enfant de toute petite section qui rentre et les plus grands, mais aussi on va voir que l'attention n'est pas la seule chose à prendre en compte, qu'il y a d'autres enjeux, comme par exemple la motivation qui va pouvoir aussi permettre aux enfants de rester peut-être plus longtemps impliqués dans une activité. En tout cas, on va évoquer tous ces sujets-là. Et donc, nous avons un beau panel d'intervenants, intervenantes que je vais très rapidement vous présenter. Et puis après, je vais leur donner la parole pour qu'eux se représentent un petit peu mieux, puisqu'ils connaissent mieux leur parcours que moi. Et ensuite, on a préparé ensemble donc, cette rencontre. Donc, on a fait émerger des questions qui nous intéressaient particulièrement. Donc, moi, je vais leur poser quelques questions. Et puis ensuite, on va ouvrir la parole pour que vous aussi, vous puissiez interagir. Donc, en plus, vous voyez, on est en petit groupe. Ça va être très facile. Donc, nous avons Pauline Gourlet, qui est designer, chercheur au Sciences Po Media Lab et qui est cofondatrice de l'Atelier des chercheurs. Nous avons aussi Myriam Bessy, qui est professeure des écoles et conseillère pédagogique de circonscription à Paris, donc que maintenant vous connaissez un petit peu, comme elle a été avec nous pendant une partie de l'après-midi. Grégoire Borst, qui est professeur des universités, directeur du Lab CIDE, donc qui est rattaché au CNRS et à l'Université Paris-Cité, qui, si je ne me trompe pas, se trouve dans le même bâtiment, ou en tout cas, voilà, donc qui n'est pas très loin. Et Pauline Lamy, qui est directrice du musée de Poche, donc qui est un musée pour enfants qui est à Paris dans le 11e arrondissement et que vous avez aussi pu rencontrer durant la journée. Donc je vous propose de chacun peut-être nous redonner quelques éléments sur votre parcours pour vous présenter et puis ensuite j'attaquerai avec les questions. Pauline, si tu veux, je te laisse commencer. Alors moi, j'ai fait de la médiation culturelle et de l'histoire de l'art et j'ai voulu vulgariser l'histoire de l'art pour les enfants. Et je suis aussi la créatrice en fait du musée de Poche. Le musée de Poche a 10 ans, donc c'est un lieu qui propose des expositions pour les enfants, beaucoup tourné autour de l'illustration de livres pour enfants. Voilà, c'est un univers très très riche en fait avec des artistes contemporains. C'est aussi la possibilité pour les enfants de rentrer en contact avec des œuvres originales et avec des artistes vivants, parce qu'ils ont toujours tendance à penser que Picasso est mort, Léonard de Vinci est mort, donc tous les artistes sont morts, mais leur montrer qu'il y a une vraie création contemporaine. Et on travaille évidemment autour de ces expositions sur une programmation culturelle. Donc on a des ateliers sur place, mais aussi beaucoup dans les écoles, auprès des enseignants et aussi auprès des crèches et aussi au périscolaire aussi. On fait plein de choses dans les écoles et ailleurs. Merci beaucoup, Grégoire. Je te laisse prendre la suite. Écoute, je ne sais pas très bien ce que tu veux que je présente, mais je travaille, donc je dirige un laboratoire du CNRS. Ce laboratoire, il a pour vocation d'essayer de comprendre finalement quelles sont les lois de l'apprentissage dans le cerveau de l'enfant et de l'adolescent et du jeune adulte. Et il regroupe des chercheurs et des chercheuses qui travaillent sur l'acquisition du langage, sur la question de l'apprentissage de l'écriture, de la lecture, des mathématiques, mais aussi sur des choses comme la question de la créativité, la question du discernement de l'information à l'adolescence, sur le raisonnement logico-mathématique, par exemple. Et puis, ce laboratoire, il a la particularité de faire beaucoup de recherches translationnelles vers le monde de l'éducation en utilisant des approches qui sont un peu similaires aux vôtres, qui sont d'essayer de favoriser une recherche participative et collaborative, alors avec des modalités qui sont d'utiliser finalement des plateformes
en ligne et qui nous permettent effectivement d'avoir des projets qui ont des masses critiques importantes, parce qu'on continue à essayer d'adopter finalement une méthode d'essai contrôlé aléatoire. Et donc on essaye effectivement de participer aussi justement à la diffusion de cette méthodologie et de ces savoirs scientifiques dans le domaine des apprentissages de l'enfant et de l'adolescent, par le biais de cette approche collaborative et participative. Et puis la dernière, je dirais, axe de recherche fort du laboratoire, c'est la question de la réduction des inégalités. Donc on essaie de travailler finalement à savoir qu'est-ce qu'on peut effectivement imaginer, notamment en maternelle, pour permettre à tous les enfants d'avoir des réelles chances de pouvoir apprendre à lire, à écrire et à compter sans que se creusent très fortement les inégalités. Donc on a tout un programme de recherche autour de la question, par exemple, de comment on peut développer les compétences métacognitives des enfants en maternelle et de voir si ça peut avoir des effets de réduction des inégalités éducatives, notamment dans le domaine de l'apprentissage des mathématiques et de l'apprentissage de la lecture. Voilà, de façon très très rapide. Merci pour cette présentation synthétique de toutes les activités du laboratoire. Myriam, peut-être dire quelques mots sur ton parcours. Oui, je suis Myriam Bessy, je suis conseillère pédagogique à Paris, mais je suis avant tout enseignante depuis une trentaine d'années. J'ai longtemps travaillé en maternelle, 25 ans. J'ai rencontré Lisa dans le cadre d'une recherche. C'est la première fois que j'accueillais une chercheuse et ses collègues chercheurs dans ma classe. Et c'est une recherche sur la gestion des émotions. Et voilà comment on s'est rencontrés. Donc là, j'interviens notamment pour parler du terrain et de ce que j'ai pu travailler avec mes élèves au sujet du temps qui passe, de la construction du temps, qui était un sujet qui m'a beaucoup fait réfléchir quand j'avais encore ma classe. Voilà. Merci Myriam. Et Pauline, donc la deuxième Pauline, vous l'aurez remarqué, on en a deux. Donc, Pauline Gourlet. Bonjour à toutes et à tous. Alors pour ma part, oui, je suis donc designer comme Marion et Lou, je crois, qui sont là. Donc vous avez peut-être déjà un peu parlé de ce que le design peut avoir à faire avec l'éducation. En tout cas, donc moi, je me suis assez vite dans mon parcours intéressée aux interfaces numériques, ce que le numérique pouvait ou pas apporter à l'école. Et j'ai commencé une thèse en ergonomie où j'ai du coup mis en place une résidence, donc un peu sur le même modèle d'une recherche-action sur un temps long, donc d'une année d'abord, et puis on a continué à collaborer ensuite avec un enseignant qui m'a amené toute une série de questions, et notamment, on parle beaucoup des déplacements de l'école, mais je pense qu'il y a des déplacements importants qui doivent se faire du côté de la recherche et de la manière de conduire des recherches. Donc moi, j'ai aussi pas mal été amenée à réfléchir à c'est quoi le type de convention, de format qu'on peut trouver pour mettre en place des collaborations sur un temps assez long. Et qu'est-ce que ça déplace et quels sont alors les critères aussi d'évaluation qu'on peut se donner à nous-mêmes. Est-ce que nos recherches servent, et comment elles servent, etc. Ça m'a amené à cofonder donc un petit collectif de designers qui s'appelle l'Atelier des chercheurs, et centré autour du coup des activités permises par la conception d'outils numériques et la conception participative d'outils numériques. Et on travaille dans plein de cadres différents, donc ça va donc évidemment d'endroits liés à l'éducation, formels et informels, mais aussi on a pu travailler avec des compagnies de théâtre, avec des personnes qui organisent des festivals, des conférences en tout genre, enfin voilà. Donc tous ces cadres-là, ce qu'on espère est intéressant, c'est que ça permet justement de partager des pratiques qui ont l'air différentes, mais en fait qui peuvent se nourrir les unes les autres. Et donc on apprend à travers ce collectif en rencontrant ces personnes. Et du coup, on est très proche, par exemple, d'assauts que vous connaissez peut-être comme Tiers-Lieu Édu, donc qui s'intéresse à comment faire tiers-lieu dans les écoles, ou à la Fab pédagogique, qui a notamment développé tout un programme autour de « Je fabrique mon matériel pédagogique en Fab Lab ». Donc comment est-ce qu'on invite les enseignants à travailler et à être en lien avec d'autres types de structures pour se réapproprier aussi les instruments éducatifs. Voilà, je peux m'arrêter là. Merci Pauline, et merci à toutes les quatre. Donc la première question qu'on s'est posée quand donc on a fait, je vous le disais, une petite réunion de préparation ensemble,
J'exposais la thématique qui avait été choisie et vous m'avez questionné de manière tout à fait pertinente sur qu'est-ce qui était entendu par temporalité des activités, car il y a différentes échelles de temporalité qui sont à prendre en compte et qui se croisent. Donc on peut penser la temporalité d'une seule activité, mais aussi la temporalité d'une séquence d'activités et aussi la temporalité sur une année. Peut-être commencer à vous interroger. Donc, Pauline Gourlet, je me rappelle que c'était toi qui m'avais dit « Ah, mais il faut aussi penser les séquences ». Donc, peut-être si tu veux témoigner un petit peu là-dessus et après, je vous laisserai les uns les autres rebondir. Ouais. C'est vrai que peut-être pour parler aussi du point de vue de l'expérience vécue, donc moi j'ai découvert l'éducation en design assez tard à l'école, à l'université, et ça m'avait provoqué un certain bouleversement de me rendre compte qu'en fait on pouvait avoir une pédagogie complètement structurée autrement, notamment centrée autour de projets qui se déroulent sur des temps différents, etc. Et donc un emploi du temps qui ne ressemble absolument pas aux emplois du temps qu'on a à l'université, et avant ça évidemment donc sur des activités centrées autour d'apprentissage, en fait, puis très marquées, découpées. Et donc, de retrouver ce maillage et cette possibilité autour d'un objectif, organiser toute une série d'apprentissages et d'activités, est quelque chose que j'avais un peu intégré, en fait, au cours de mon parcours. Et en arrivant dans cette résidence à l'école, donc c'était dans une classe de CP, en l'occurrence, je pense que c'est la première chose sur laquelle on a eu quelques frictions au sens positif du terme, constructif du terme avec l'enseignant, et où moi j'ai tout de suite essayé de recréer en fait cette possibilité de travailler autour, de se décaler de l'objet premier qui est l'objet d'apprentissage, et d'essayer d'imaginer des projets, on va se dire des objectifs communs autour desquels on pourrait organiser toute une série d'activités qui, elles, pourraient déplier certains apprentissages. Donc c'était ce renversement du temps et de se réapproprier le temps de l'école, s'étendre autrement. Une chose qui m'a beaucoup marquée, c'est que donc, l'enseignant avec lequel je travaillais à l'époque, commençait à réaliser toute une série de vidéos tutoriels avec ses élèves. Donc c'est beaucoup autour de ça qu'on s'est retrouvés au début, mais il le faisait sur des temps de pause, donc soit la récréation, soit les temps de déjeuner, où il gardait un petit groupe d'élèves et puis travaillait comme ça, ce qui j'ai l'impression est assez fréquent. Enfin, je l'ai revu d'autres fois où on a envie de faire une petite chose, une expérimentation, on la teste comme ça. Et on la sort en fait du temps de la classe, et donc tout l'enjeu c'était justement d'essayer de faire de ces moments-là des occasions en fait d'apprendre et d'apprendre autrement et de le réintégrer dans le temps de la classe. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on a travaillé. Je vais tourner la parole peut-être là-dessus. Merci beaucoup Pauline. Est-ce que Myriam, peut-être tu as une réaction sur comment est-ce que généralement sont organisées les activités, ces séquences sur le temps à la fois court et long? Alors, en classe, on est souvent confronté à différents types de temps. On a le temps de l'activité, et donc ce temps-là, il est rythmé suivant un emploi du temps bien défini, comme vous le disiez. Il y a le temps des séquences qui regroupent plusieurs activités, plusieurs séances dans un but précis, l'acquisition d'un apprentissage. Mais ça, les élèves, ils ne le sentent pas forcément. En général, on reprend, suivant la pédagogie qu'on applique, on reprend la séance précédente pour avancer pas à pas, pour aboutir à un apprentissage, à l'acquisition d'un apprentissage. Mais c'est vrai que ce temps-là est un temps beaucoup plus long, étalé sur le temps, ça peut être plusieurs semaines. Et on a ce temps annuel, je le reprends comme ça un petit peu, comme on avait discuté ensemble. Le temps annuel, c'est celui qui rythme les événements, qui est rythmé par les événements de la vie de classe, de la vie du collectif à l'école, et qui pour moi est un peu le temps social finalement. Et tout ça, tous ces temps différents, il faut faire avec. C'est pas toujours simple. L'idée c'est de rechercher une espèce de régularité pour créer des repères rassurants, aussi bien sur des temps longs que sur des temps plus restreints. Et l'idée, c'est aussi d'aménager, de gérer l'aménagement du temps en fonction des besoins physiologiques
de l'enfant et de ses temps de vigilance. Donc voilà, bon, là on ouvre la porte. Voilà, temporalité, c'était un grand mot. Voilà. Et souvent, on a il faut gérer aussi cette espèce de décalage entre les rythmes biologiques de l'enfant et les rythmes scolaires de la contrainte de la vie en collectivité et du scolaire. Et en fait, il est là, tout l'enjeu est là, avec ces moments de transition. On va en reparler après dans les autres questions. Voilà. Tout à fait. Alors, soit si vous avez des réactions spontanées, elles sont bienvenues. Sinon, Pauline, je me demandais un petit peu comment est-ce que vous gérez ces différences de temps au musée de poche. Est-ce que vous avez des programmes qui parfois sont sur plusieurs séances au cours de l'année où des personnes, les enseignants reviendraient avec les enfants, ou au contraire, est-ce que vous êtes toujours sur du plutôt de l'instant court? Il y a différentes possibilités. C'est vrai qu'on est quand même beaucoup sur des choses assez ponctuelles. En fait, ce qui nous arrive souvent, c'est de travailler avec une école. Donc, dans ces cas-là, on va rencontrer les 4 ou 5 classes. Donc, on a la possibilité, évidemment, d'accueillir des personnes sur place au musée de poche, mais on se déplace beaucoup dans les écoles. Donc, dans ces cas-là, on s'adapte au temps scolaire. Donc, avec cette récréation en milieu de matinée, cette pause déjeuner qui commence à 11h15 ou 11h30, selon les services de cantine. Enfin, voilà, on s'adapte, évidemment, au temps de l'école. Et puis, par contre, au niveau de la durée, mais je pense qu'on en parlera après, on s'adapte, évidemment, aux enfants, à leur temps d'attention. Donc tout est un petit peu variable, mais adaptation en tout cas au niveau de la temporalité. Merci beaucoup. Donc là, on voit apparaître ce dont tu témoignais, Myriam, et ce que tu nous disais aussi, Pauline, qu'il y a sur cette idée de projet un peu que finalement on va faire travailler les enfants, on va vouloir travailler une acquisition précise, et donc il faut penser les petites activités mais aussi le temps long. Et tu avais l'air de témoigner du fait que les enfants, eux, ne perçoivent pas toujours très bien ce fonctionnement en fait du temps long. Est-ce que Grégoire, d'un point de vue des capacités des enfants, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient aider les enfants à mieux faire le lien entre j'ai fait hier, on a travaillé ça, et puis aujourd'hui on retravaille ça, et puis peut-être on va plus le travailler, mais on le retravaillera dans 2 semaines. Donc tu disais, Myriam, déjà de donner un peu du rythme, du cadre, mais voilà, est-ce qu'il y a d'autres éléments clés? Alors il y a déjà des éléments effectivement qui sont dus simplement au développement de l'enfant et à sa capacité à percevoir le temps. Il ne perçoit pas tout à fait le temps comme nous, mais ça vous en êtes déjà rendu compte, je n'ai pas besoin de vous le dire, mais effectivement, c'est effectivement ce que montrent les études. Il y a des difficultés notamment de perception du temps long. D'abord, il progresse d'abord sur la perception du temps court, puis après sur le temps long. Donc il y a déjà ça. Puis la deuxième chose, c'est que quand même, on leur donne peu d'informations sur le temps. Alors c'est ce que vous avez fait, c'est ce que j'ai cru comprendre, mais sur le temps long, ils ont aussi très peu d'informations. Ils savent très peu comment l'année est structurée. Alors oui, on leur apprend les saisons, soit, mais en fait, on leur laisse peu d'informations, justement métacognitives et de connaissances métacognitives sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'on dit comment ils vont percevoir le fait que les micro-activités ont comme objectif finalement de construire ce savoir-là. Si vous leur dites pas, ils vont pas le faire. Et donc ça, le problème, c'est que c'est souvent un impensé dans notre système éducatif. C'est-à-dire qu'il a cette caractéristique d'avoir été construit en partie sur quelque chose d'erroné, qui est cette idée de la pédagogie de la découverte. Alors c'est très bien, certes, mais si vous voulez amener l'enfant à développer un certain nombre de compétences, on a besoin d'engager beaucoup plus explicitement, finalement, de lui expliquer la séquence dans laquelle il est engagé. Alors ça n'empêche pas des découvertes spécifiques au sein de ces séquences, c'est pas du tout antinomique d'ailleurs, mais par contre, lui dire quel est l'objectif final, le pourquoi de cet objectif final qui va jouer sur la motivation, et le comment de cet objectif final, et toutes les sous-étapes, je veux dire, ça paraît en fait, si on se met à la place de l'enfant, c'est-à-dire que si on joue à ce petit jeu de rôle, si vous étiez dans une formation dans laquelle on ne vous disait pas quel était l'objectif final, quels étaient les sous-objectifs, vous sortiriez assez rapidement de la salle. Eux, ils ne peuvent pas. Donc, je pense que là, il y a un enjeu, effectivement, de travailler beaucoup plus avec l'enfant sur la compréhension même de l'activité dans laquelle il est placé. Encore une fois, ça n'empêche pas qu'il puisse découvrir des choses par lui-même, il peut construire son savoir, mais il a besoin de le construire dans un cadre
très structuré. Et ça, effectivement, c'est aussi un gage pour lui de comprendre la séquence dans laquelle il est amené à évoluer, et donc de comprendre effectivement là où il en est dans cette séquence. Et effectivement, on a besoin à chaque fois de l'étayer dans cette approche-là. Et je pense que ça, c'est assez fondamental, parce que en fait, c'est aussi assez anxiogène, c'est-à-dire d'être pris dans une séquence dans laquelle on ne sait pas où est le début, où est le milieu, où est la fin. Et en fait, ils sont quand même beaucoup là-dedans, quand on y pense. Ouais, donc c'est ce que je peux dire d'un point de vue extérieur. Est-ce que Oui, ça fonctionne assez bien avec les collègues de maternelle. Je pense que certaines connaissent ce travail par brevet, étape. On jalonne l'apprentissage par étape avec un système de photos et où on prend le temps de verbaliser avant et après chaque activité, on va dire, qui correspond à une compétence. On prend le temps de verbaliser avec l'enfant avant et après. Et finalement, en fait, les enfants, l'apprentissage prend un tout autre sens déjà. Ils savent pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils vont faire, et ils savent qui les attend après. Est-ce qu'ils ont déjà toutes les étapes qu'ils ont dépassées auparavant? Et en général, alors après, c'est un travail en évaluation positive, notamment. Je pense que c'est des choses qui vous parlent. Voilà. Enfin, ça permet de travailler justement la métacognition. Monsieur Borst vous en parlera mieux que moi. Mais ça marche plutôt pas mal. Voilà. Oui, et Pauline, je voyais que tu avais toi aussi rebondir. Je me demandais un peu comment est-ce que, toi qui as travaillé sur cette méthodologie de projet, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent aider les enfants à se repérer sur cette durée longue du projet? Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on a fait? Où est-ce qu'on va aller? Nous, on a, du coup, au fur et à mesure, un peu en mode itération, on a essayé de penser qu'est-ce qui pourrait aussi aider à coordonner les différentes activités de la classe, parce que du coup, ce qu'on a mis en place petit à petit, c'est une multiplicité d'activités qui avaient lieu en même temps. Donc, c'était pas forcément les mêmes. Donc, là où quand même, alors en maternelle, c'est un peu différent, je crois, mais à partir du CP, c'est vrai que la plupart en tout cas, avec cet enseignant-là, je vais rester là-dessus, il avait tendance à synchroniser les élèves sur la même activité. Et là, l'idée, c'était justement de permettre qu'une pluralité d'activités ait lieu en même temps. Ce qui, du coup, amène une autre difficulté, c'est comment est-ce qu'on synchronise, ou comment est-ce qu'on crée des temps quand même de remédiation qui permettent justement de temps en temps de soit corriger ou de faire le bilan de ce qui a été fait, de montrer, etc. Et comment est-ce que, du coup, on organise le temps de la journée, puis le temps de la semaine, puis éventuellement plus, si on y arrive. Et donc, on avait notamment mis en place un petit système qui permettait aux enfants, avec des jetons, de dire où est-ce qu'ils en étaient dans la construction, parce que nous travaillions beaucoup à construire ce qu'on appelait des publications ou des récits qui avaient différentes formes. Ça pouvait être de l'écrit, ça pouvait être des vidéos, ça pouvait être toute une série de l'image, enfin ça dépendait des projets en cours, mais du coup l'idée c'était que les élèves puissent dire où ils en étaient dans la construction de leur publication et de dire s'ils avaient besoin d'une étape notamment de remédiation en collectif. Et ça avait un effet vraiment intéressant, en plus ça pouvait parfois être en cours, mais de montrer ce qu'ils étaient en train de faire pour que les aider en fait à continuer leur publication, à l'améliorer ou à la faire aller ailleurs ou à imaginer un autre objet d'activité future. Enfin voilà, c'était des moments collectifs hyper importants. Et donc il y avait cette petite barre avec des jetons en bois qui leur permettait de dire j'en suis là, cette semaine je ferai ça, et puis je vais avoir besoin qu'on regarde ce qu'on a fait. Et je ne vous cache pas qu'il y avait quand même souvent embouteillage, parce qu'en fait, c'était quelque chose qu'ils aimaient beaucoup. Donc voilà, ça demande, là, je pense on manquait un peu de temps sur cette année scolaire à la fin pour continuer à travailler cette question. Mais je trouvais que ces objets de verbaliser, mais sans occuper l'espace sonore de la classe, mais de montrer quelque part où on en est. Et voilà, ça s'est instancié même jusqu'à des petits objets qu'on avait sur les tables. Et ça, je crois que d'ailleurs, j'en ai vu sous d'autres formats plus récemment, mais qui permettent de dire j'ai besoin d'aide, par exemple, ou j'en suis là, je travaille avec un tel, je fais ça. Enfin voilà, on peut aussi signifier par des petits éléments visuels, soit en sculpture, soit en dessin, enfin n'importe quelle que soit la technique. Depuis la micro-activité jusqu'au temps de l'année, pourquoi pas. Essayer d'organiser et de faire organiser par les enfants eux-mêmes et du coup comprendre où ils en sont et ce qu'ils ont envie de faire, etc.
Ça fait un beau lien, je pense, avec le projet sur lequel on a travaillé cette année, parce qu'il y avait vraiment cette idée d'avoir un objet, donc ce chronoclap qui a été développé par tout le monde et principalement porté par Lou, que ce soit le déroulé du temps finalement est accessible aux enfants en permanence, et c'est en effet eux qui allaient agir pour abaisser le temps qui était passé et de pouvoir se déplacer visuellement en déplaçant un bonhomme. Donc je trouve que ça fait un bel écho en effet de comment est-ce que on peut avoir des objets qui finalement peuvent prendre parfois ce rôle, sinon de toujours devoir aller se référer à l'adulte ou de rester en effet, comme on en parlait, dans un peu, je ne sais pas où on en est, je ne sais pas ce que je vis. Et ça me permet de faire un lien un petit peu avec la suite de la discussion, mais aussi par rapport aux interventions, Pauline, que vous avez soit en classe, soit quand les classes viennent au musée. Comment est-ce que vous arrivez à faire en sorte que les élèves puissent faire le lien entre les activités scolaires et les activités périscolaires? Comment est-ce que vous les aidez à intégrer le fait qu'il y ait différents temps alors d'apprentissage, même si je ne sais pas eux comment ils le vivent, mais en tout cas qu'il y ait ces différents temps qui cohabitent au sein d'une même journée, le temps à l'école, le temps périscolaire, le temps à la maison aussi. En tout cas, quand on est avec les classes, les enseignants souvent préparent quand même un peu leurs élèves et on est un peu la surprise ou la petite chose exceptionnelle qui va se passer pour la classe. Donc souvent, c'est un temps où les enfants nous attendent, donc on est attendu un peu comme... pas comme les messies, mais voilà, comme la dame du musée. Donc, ce qui prépare un peu le contexte. Quand on est dans les écoles, il y a toujours notre activité est en classe entière et on intervient en deux temps, en gros, un temps d'observation d'œuvres d'art et un temps de pratique artistique. Donc il y a ce temps-là qui est important et voilà, c'est rythmé ainsi. Et puis à l'intérieur de chaque moment, il y a aussi d'autres rythmes. Donc ça va être la présentation du musée de poche. Donc évidemment, il faut déjà raconter ce qu'est un musée. Et puis un musée de poche, c'est quand même vraiment curieux. Donc on joue là-dessus. Ça nous arrive aussi de faire un temps un peu de relaxation, voilà, pour qu'ils se mettent aussi dans l'écoute, dans une position d'observation, d'écoute. Et puis aussi quand même de participation à l'oral. C'est un échange qu'on fait avec eux quand on observe et qu'on analyse des œuvres d'art. Et puis après, il y a le temps de la pratique artistique où c'est encore un autre moment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on est avec un groupe de 30 élèves de petites sections, parce qu'on s'adresse aussi dès la toute petite section, il faut que l'atelier soit vraiment très cadré, très minuté. La gestion du temps est très importante parce que voilà, ce sont des tout petits et on sait qu'ils passent facilement à autre chose et qu'on peut très facilement se faire un peu déborder par les questions, les remarques et qu'il faut être vraiment maître de son temps pour que ça soit agréable aussi pour eux parce qu'évidemment quand il y en a un qui commence à décrocher, tout le monde décroche et puis on a l'impression de les fatiguer donc c'est ça qui est important, c'est vraiment les séquences à l'intérieur d'une activité artistique. Merci beaucoup pour ta réponse. Et donc, ça m'a emmené cette question vers le deuxième thème que l'on souhaitait aborder, qui a déjà été un peu évoqué. C'est comment est-ce qu'on aide l'enfant à se repérer dans les différents temps de sa vie. Donc, il passe du temps à la maison, où il va avoir en plus certains types d'apprentissages qui vont être proposés de manière explicite ou implicite par la famille ou les autres personnes qui prennent soin de lui. Il peut avoir un temps périscolaire, donc soit au sein de l'école, soit en dehors de l'école, donc avec soit les animateurs du périscolaire, avec sinon ça, un ou une nourrice. Et on avait aussi, donc ça c'est déjà différents temps que l'enfant va vivre dans sa journée. Et puis on en parlait, il y a aussi différents temps dont l'enfant est peut-être moins conscient, mais qui a les temps de la classe que lui vit et puis aussi les temps de l'école, le groupe, on va dire, des différentes classes, qui fait qu'on ne peut pas toujours s'organiser de la même façon. Et donc, voilà, peut-être Myriam, est-ce que tu pourrais nous témoigner un petit peu de comment est-ce que ces différents agendas qui existent dans la vie d'un enfant sont conçus au niveau de l'éducation nationale? Comment est-ce qu'on peut imaginer faire cohabiter ces différents temps? Alors déjà, l'enjeu, c'est ces trois temps qui doivent s'articuler les uns entre les autres. Le temps scolaire, où l'enfant est à l'école, le temps périscolaire, où il est sur un même lieu, mais où il n'est plus vraiment à l'école. En tout cas, il fait d'autres activités, avec d'autres exigences, des exigences scolaires.
Et le temps extrascolaire, ça peut être le temps de la maison. Donc l'enjeu, c'est que dans tout ça, l'enfant s'y retrouve sans stress. L'idée, c'est qu'il soit le plus épanoui possible, qu'il développe son autonomie le mieux possible et qu'il se socialise. Et donc tout ça, va falloir essayer que ça fonctionne le mieux possible. Donc au niveau de... Alors, je ne sais pas si on peut parler de la particularité de Paris, on en a parlé tout à l'heure. Déjà, en termes de régularité, on sait que ça se passe déjà... Enfin, ça se passe plutôt mieux quand les journées se répètent de la même manière les unes après les autres. À Paris, il y a une espèce d'alternance entre des journées courtes et des journées longues, avec au milieu de la semaine une journée, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, moyenne. Donc du coup, en fait, l'alternance, elle est reportée entre le lundi et le jeudi, elle est assez éloignée, surtout pour les tout petits. Donc là, on a clairement, au niveau des repères, c'est compliqué. Voilà. Donc du coup, on est obligé de faire en sorte d'essayer de trouver des outils pour amortir tous ces moments de transition qui sont des moments anxiogènes, des moments de rupture aussi. Donc moi, je suis très intéressée. J'ai été très intéressée par votre recherche avec votre outil là, que vous avez développé WooClap, parce que moi-même, il y a une quinzaine d'années, je m'étais posé vraiment cette question alors, dans un premier temps, la question de comment se repérer dans la semaine et dans la journée sans avoir à bouger une pince à linge sur un affichage X fois par jour. Donc j'avais bricolé alors moi pour le coup j'avais choisi une représentation cyclique, circulaire, et j'avais monté une horloge avec tous les moments de la journée. Alors là je parle du coup du temps journalier, du temps de la journée. Donc cette représentation cyclique, ils sont mis en place dès le début de l'année chez les petits. Les enfants l'ont très vite adopté. Et ils ont très vite compris surtout que cette horloge qui en fait est une horloge dynamique, qui tournait toute seule, comme une horloge normale, sauf qu'au lieu de mettre des chiffres, j'avais mis des photos de tous les moments d'activité de la journée. Et on avait très vite repéré ensemble les moments clés, donc à savoir les maîtresses de maternelle, les moments de repas, le repas du midi, le moment de sieste aussi, parfois qui peut être un moment anxiogène aussi, et surtout la sortie du soir. Et en fait, ils ont ils repéraient très vite que l'aiguille, la position de l'aiguille la plus intéressante pour eux, le moment de libération en quelque sorte. Et en fait, très vite, je me suis aperçue que ça avait un impact sur leur état émotionnel. Et en fait, d'une année, au bout de plusieurs années, je me suis rendu compte que plus le temps passait, plus moi, je m'accaparais cet outil qui, au départ, n'était pas prioritairement fait pour gérer les émotions. Je gérais très bien leur état d'anxiété, de stress par rapport à la séparation, surtout pour les plus petits. L'idée que cette journée longue, sans voir papa ou maman, quand est-ce que ça se termine? Et en fait, dès qu'ils ont compris que cette aiguille qui tournait jusqu'au moment de la sortie, c'était beaucoup plus simple pour nous à gérer les émotions, gérer cette émotion-là, ce moment de séparation. Maintenant, avec le recul, je comprends un certain nombre de choses et je mets un certain nombre de choses en lien, mais c'est vrai qu'on a besoin de ces petits outils-là pour nous aider, il me semble, les aider à gérer le temps. Au-delà, après, c'est les aider à construire le temps, mais déjà à gérer le temps. Ce temps qui est facteur d'anxiété. Voilà. Et puis, ça peut aider aussi pour ces moments de transition, changement d'espace. Mais c'est le même principe que le WooClap. L'idée, elle était la même, sans le savoir. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Grégoire, ça me fait rebondir ce que vous dites sur les émotions. Nous, c'est vrai que... Entre les différents temps, ce qui me semble serait hyper riche, c'est d'arriver à faire comprendre que l'école a beau être un lieu fermé, il n'y a pas de cloison, on est la même personne qui transite entre différents espaces et différents temps. Donc il y a là-dessus, l'approche transitionnelle. Je suis Anne Bathion-Autillon dans la salle qui a beaucoup travaillé là-dessus. C'est vrai donc essayer d'imaginer comment est-ce qu'on peut favoriser ces approches transitionnelles qui leur permettent de comprendre que ça circule en fait entre ces espaces-temps.
Donc ça peut s'attacher à des objets, puis j'en ai déjà parlé, mais c'est vrai on connaît le cahier qu'on ramène chez soi et dans lequel on écrit ce qu'on a fait le week-end, et puis ça revient à l'école, et puis parfois c'est un cahier collectif d'ailleurs. Enfin voilà, ces petits objets-là qui permettent de faire ces liens, qui peuvent être très précieux. Et sinon sur la gestion des émotions, du coup, nous on avait testé un petit dispositif de création de taches de couleurs, par capillarité, quelque chose d'assez bête, sur du tissu. Quand on met du feutre, ça diffuse de l'encre, et donc on peut faire des taches plus ou moins grosses et mélanger les couleurs, etc. Et on les faisait verbaliser en même temps qu'ils faisaient la tâche. Et donc ça permettait là à la fois de mettre des mots sur des choses voilà, qui ne sont pas évidentes, ils ne savent pas forcément, et puis nous-mêmes, ce n'est pas évident toujours de dire ce qu'on ressent. Et d'autre part, en fait, de leur faire aussi comprendre des éléments au sein de leur activité qu'ils avaient appréciés ou non pour agir dessus la fois d'après. Donc ça, c'était une ressource hyper précieuse pour nous parce que ça nous permettait de comprendre ce qui avait fonctionné, pas fonctionné, et surtout de leur faire, le fait qu'eux le mettent en mots, ils se saisissaient de ça pour la fois d'après. Je vous donne un exemple. Si pendant une activité, ça s'était pas très bien passé en groupe, la fois d'après, ils essayaient seuls. Et après, ils pouvaient verbaliser. Je pense à une petite en particulier qui a verbalisé ensuite « Ah ouais, mais toute seule, en fait, c'était quand même vachement moins rigolo. » Et donc, en fait, quand elle a retravaillé en groupe, elle a su nous dire « Bon, c'est pas évident la gestion d'un groupe. Parfois, on se chamaille, etc. Mais comme je sais bien que toute seule, j'ai bien vu que en fait, je m'ennuyais un petit peu, que ça m'avait pas autant plu. Je suis prête à faire des compromis et à travailler à ce que le groupe se passe bien. » Et donc, tous ces éléments, elle les avait... sorti grâce à ce petit temps qu'on avait pris de débrief, en fait, grâce à ce système-là, qui était super intéressant. Oui, c'est très intéressant ce dont tu témoignes, et je trouve que ça fait un bon écho avec ce que tu présentais tout à l'heure, Grégoire, comme idée de, en fait, les enfants sont en capacité de comprendre, surtout si on les accompagne dans cette compréhension, de qu'est-ce qui se joue dans leur apprentissage, et de dire je ressens des émotions quand j'apprends, travailler en groupe j'aime bien mais c'est compliqué, donc c'est des bonnes, je trouve ça vraiment pertinent de se dire comment est-ce qu'on peut aider les enfants à réfléchir à tout cet apprentissage là, ça me paraît en effet vraiment super. Et je ne sais pas si l'un de vous veut rebondir à nouveau sur ce sujet. Non, je voulais simplement rappeler que ce qu'on demande à l'enfant, ça implique aussi qu'en termes de structuration même du cadre scolaire, on ait des équipes du périscolaire et du scolaire qui communiquent les unes avec les autres. Et on sait que c'est parfois un peu compliqué et que c'est quand même un enjeu important. C'est-à-dire que la situation d'apprentissage, elle est permanente pour l'enfant. Elle est tout autant dans la cour de récréation que dans son activité périscolaire, que son activité extrascolaire, dans le cadre familial ou en dehors du cadre familial. Et que, effectivement, je pense que quand on parle beaucoup de explicitation, pédagogie explicite, on rate quelque chose de cette explicitation qui est l'explicitation des processus psychologiques qui sont engagés dans la situation d'apprentissage. Et à ce moment-là, ça devient totalement transparent. C'est-à-dire que c'est la même chose quand on est dans la cour et qu'on joue à 1, 2, 3 soleil, en fait, on développe des compétences psychologiques qui sont similaires à celles dont on a besoin, par exemple, pour réussir à reconnaître des lettres dont l'image en miroir constitue une autre lettre. Ce processus, c'est processus de contrôle cognitif qui est impliqué dans les deux situations. Et donc à ce moment-là, c'est vrai que ça permet de travailler autour, je dirais, d'objets communs, puisqu'on travaille sur des processus et des mécanismes psychologiques qui sont engagés dans ces différentes activités. Alors vous savez qu'à Paris, il y a quelque chose qui s'appelle Cap Maternelle qui vise précisément à faire cela, que j'espère que ça montera en puissance, parce que c'est effectivement cette idée, c'est-à-dire de travailler sur ces temps, vous travaillez sur les temps, mais c'est de travailler sur les temps et de dire que c'est pas mal que quand même il y ait toute cette communauté. Alors, évidemment, ça se fait de façon ponctuelle, mais que ce soit plus systématique. Et qu'effectivement, à chaque fois, on ait quand même des équipes d'animation, des rêves qui viennent travailler avec les équipes pédagogiques, qui discutent autour d'un projet, en fait, qui soit un véritable projet d'établissement global dans lequel l'ensemble des acteurs peuvent venir. Et évidemment, ça aussi, les gens qui viennent de l'extérieur, qui vont dans l'école, et que tout ça, en fait, soit réfléchi autour de c'est quoi les objectifs qu'on a quand on développe telle ou telle activité. Et je pense qu'il y a aussi ça qu'on ne peut pas simplement demander à l'enfant qu'il fasse ce travail-là. Il faut aussi que la structure, de façon globale, elle pense cela et qu'elle ait des équipes intercatégorielles qui aient cette capacité finalement à pouvoir finalement problématiser et au travers de cette problématisation se dire tiens, mais en fait ça je peux aussi le travailler en dehors de la salle de classe et ensuite je peux le remobiliser au sein d'un apprentissage spécifique au sein de la classe et en explicitant ça à l'enfant, même quand il est en petite section maternelle. C'est possible de le faire.
Enfin, je vous apprends rien, vous le savez. Je me demandais d'ailleurs par rapport aux différents sujets là que vous avez évoqués. Donc, tu disais que votre laboratoire est très en lien avec au moins l'Académie de Paris, si ce n'est l'Éducation nationale. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a quand même des leviers d'action pour que des idées qui naissent en laboratoire ou qui naissent sur le terrain puissent après être transmises à l'institution et puis être plus généralisées? Je vois aussi que Myriam, tu auras peut-être à réagir là-dessus après. Oui, non, mais si, parce que je le vis. Cap maternelle, c'est une expérimentation, si je ne me trompe pas, de 5 écoles. Ça va passer à 12 l'année prochaine, 25, enfin, ça va se démultiplier. Et l'idée, c'est le bien-être pour apprendre. Donc, en travaillant sur ces transitions, ces moments de transition entre les 3 temps, scolaire, périscolaire et extrascolaire. Voilà, donc je pense qu'on est bien lancé là-dessus. En plus, l'intérêt, c'est que, je l'expliquais à mes collègues tout à l'heure, les écoles ciblées sont de tout un tas de différents horizons. Donc, on a mélangé la REP avec du 6e arrondissement. Donc, on est des écoles qui ont des IPS complètement différents. Alors, IPS, c'est l'indice... oui, voilà, de positionnement social. Donc voilà. Donc on est sur la bonne voie, en lien avec la recherche évidemment. Et la formation, donc tout ça. Les formations, dans les formations, on mixte des enseignants et du personnel de la ville de Paris, de la petite enfance. Ça commence. De toute façon, on a les mêmes lieux, le même matériel, le même catalogue de commandes. Donc à un moment donné. Voilà, faut que les enfants, faut qu'ils s'y retrouvent. Pour que les enfants s'y retrouvent, faut que nous-mêmes, les adultes, on s'y retrouve. Donc voilà, je pense que c'est le meilleur projet qui puisse exister pour l'instant, en tout cas. Voilà. Je pense que parfois, les laboratoires, ça peut être des très bonnes courroies de transmission entre des acteurs qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Alors, je peux le prendre sur la ville de Paris, à part Cap Maternelle. Avant, on peut quand même dire que la ville de Paris faisait son truc dans son coin et le rectorat faisait son truc dans son coin. Et qu'ils ne parlaient quand même pas beaucoup ensemble. Et que, voilà, le fait de se dire, tiens, on va se lancer dans une expérimentation, le fait qu'il y ait des laboratoires qui travaillent et avec la ville de Paris et avec le rectorat, ça crée en fait des espaces de rencontre, des espaces de friction, ça crée des espaces de friction grâce à des laboratoires parfois, ou des chercheurs, hein, c'est pas forcément un laboratoire, c'est juste un chercheur, qui font finalement naître ensuite des projets comme Cap Maternelle. Il y a l'idée ensuite de se dire, tiens, on peut faire de la formation intercatégorielle, ça peut avoir du sens, finalement de se dire qu'on va former en même temps des animateurs ou des rêves et des conseillers pédagogiques, et que tout ça, ça peut effectivement être, je dirais, de nature à faire progresser les enfants, à leur faire acquérir des compétences dans un cadre, comme vous le disiez. Alors, sur Cap Maternelle, c'est centré sur le bien-être, mais c'est le bien-être, mais aussi les apprentissages, parce qu'il y a aussi cette idée-là. Et je pense qu'effectivement, c'est... Alors, d'une part, c'est souvent des choses qui partent du terrain. C'est-à-dire on arrive bien, je trouve, à le faire à un niveau local. C'est quand même, faut pas se cacher et se voiler la face. Je sentais qu'on était dans les questions d'utopie ou autre. Dans la réalité, au niveau, quand on monte à l'échelle, ça devient plus complexe. C'est-à-dire que voilà, ça marche peut-être à l'échelle d'une académie, peut-être même d'une région académique. Bon, au niveau national, quand on passe au niveau du ministère, c'est quand même un tout petit peu plus difficile d'impacter. Alors, c'est pas impossible. Là, on a une demande de la DGESCO qui est de travailler sur des fiches pour la maternelle, qui est de faire pas simplement des fiches sur les maths et le français, mais de faire des fiches sur des choses comme justement le bien-être, les fonctions exécutives, la métacognition. Donc, voilà, on sent qu'au bout d'un moment, ça impacte. Mais je pense que ça part quand même du terrain. En fait, je pense que le bon niveau, c'est les interactions locales, parce que c'est là où on peut effectivement faire changer les choses et on peut essayer d'avoir des leviers d'action qui sont importants. Et je crois que on a une structuration très jacobine de notre système éducatif, mais pour autant, je crois que les interactions, elles doivent se faire entre les acteurs d'un territoire. Voilà. Et quand on le fait à l'échelle d'un territoire, ça marche pas mal quand même. Ça, on voit bien qu'il y a des choses qui se créent. Enfin, c'est ce que vous faites là, ce qu'on fait nous par ailleurs, et d'autres laboratoires. Il y a plein de laboratoires qui essayent de faire ça. Donc voilà, peut-être qu'il y a deux niveaux. À l'échelle nationale, c'est un peu compliqué. À l'échelle locale, ça marche un peu mieux.
Merci beaucoup pour vos réponses. On va revenir un petit peu plus sur les enfants et on va essayer d'explorer un petit peu cette question finalement qui était la question au départ posée de quels sont les facteurs à prendre en compte quand on réfléchit à la temporalité d'une activité. Et donc on en avait pu les discuter, ils sont assez multiples ces facteurs. Et peut-être, Pauline, si tu veux d'abord toi nous témoigner de comment est-ce que vous faites pour construire des activités qui sont en plus un peu extraordinaires pour les enfants. Qu'est-ce que vous prenez en compte? Quels sont vos petits secrets? Au tout début, j'ai testé pas mal de choses. J'ai un peu expérimenté aussi, voilà, parce que j'étais jeune et j'avais au début pas beaucoup d'enfants en face de moi. Voilà, j'ai commencé avec des petits groupes d'enfants. Donc voilà, j'ai testé certaines choses et puis je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui marchaient plus ou moins bien. Alors quand les enfants viennent au musée de poche, il y a la médiation orale, tout passe par voilà, une visite guidée, on va dire, du musée de poche. Et ce qui est important, c'est les déplacements, en fait. Ce qui est important, c'est les déplacements physiques aussi, parce que voilà, les maternelles, les 0-6 ans sont beaucoup dans la motricité. Donc on peut un peu les perdre parfois quand on va d'une œuvre à l'autre, mais on peut aussi les remobiliser. Ce qui est important aussi, c'est d'instaurer des rituels, comme les enseignants font en classe. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a la présentation du musée de poche, il y a des petits rituels d'échauffement, de mise en situation. Aussi, avant de commencer une activité artistique à plusieurs, on se met en habit d'artiste. Voilà. C'est ces petits moments en fait, qui permettent des sortes de micro-pauses. Donc, moi, j'ai l'impression que ça leur fait comme une sorte de pause cérébrale et ça les met en condition aussi très clairement pour se mettre dans une autre posture, dans une autre temporalité. Et après, pour ce qui est des rythmes, en particulier avec cette tranche d'âge, pour les petites sections, alors il faut savoir qu'il y a très peu de structures, il y a très peu d'institutions culturelles qui travaillent avec les petites sections. Voilà. Nous, on aime bien les petites sections. C'est 1 heure d'activité au total, avec souvent une observation des œuvres d'art qui est plutôt autour de 15 minutes maximum, incluant cette petite présentation du musée de poche, et puis 45 minutes maximum d'atelier. Donc souvent, on compose si on travaille sur une sculpture ou sur un tableau, en fait, la composition de l'œuvre d'art crée des micro-séquences. Donc ça va être commencé par le fond, après le premier plan, le second plan. Et tout simplement, en fait, on essaie aussi de remobiliser à chaque fois les enfants en utilisant une technique différente pour qu'il y ait un aspect découverte à chaque fois. Donc si on a fait le fond avec du pastel, on va tester un autre outil qui va être un pinceau. Évidemment, il y a la surprise et la curiosité qui est éveillée quand les enfants ont aussi un effet un peu waouh. Par exemple, quand on fait de la gravure et que les enfants ont l'impression de ne rien faire parce qu'un crayon à papier, ça ne fonctionne pas sur telle ou telle matière. Mais finalement, quand on met de l'encre, qu'on tamponne et hop, il y a l'image qui apparaît. Là, c'est tout de suite beaucoup plus parlant. Donc, il y a à la fois des jeux sur des micro-tâches et puis laisser aussi le suspense, la surprise pour que l'émerveillement et l'épanouissement soient là. Merci beaucoup. Myriam, tu témoignais du fait qu'au niveau des recommandations de l'Éducation nationale, il y a quand même des temps des durées qui ont été un petit peu proposées pour donner des repères quand on prépare des activités. Donc peut-être, je te laisse dans ton rôle de formatrice de la conseillère pédagogique de la circonscription de Paris, de nous faire ces petits rappels. Oui, alors tu voulais que je parle des pics de vigilance Oui, voilà, tout à fait. De nous dire un petit peu du point de vue institutionnel, qu'est-ce qui est conseillé, ou de ton point de vue à toi. C'est la recherche qui nous le dit en termes de pics de vigilance quotidien des élèves. Les meilleurs moments de vigilance, alors on parle plutôt des petits là, on est bien d'accord. La forte vigilance, elle est le matin, on en a parlé tout à l'heure avec les collègues, on dit, mes élèves en petite section ils sont très vigilants dès le matin, 8h30, et tout à fait jusqu'à 10h. Alors à 10h, il peut y avoir un flottement qu'on peut réactiver avec du sucre. Une petite collation, même si ça fait plus partie vraiment des textes, pour des raisons de santé publique et d'obésité.
Mais c'est vrai que ça peut relancer un peu la vigilance. Donc on a une chute à partir de 10h30 et en fait vraiment le moment, le creux, c'est entre 11h30 et 14h30 qui correspond à la fin du moment de repos ou de sieste des plus jeunes. Hein. Donc voilà, et en fait, et les élèves ensuite, enfin les enfants reprennent beaucoup de vigueur à partir de 15h, de 15h à 16h30. Donc c'est des moments où on va les retrouver certains jours dans les TAP, hein, les activités périscolaires, d'où l'intérêt effectivement de travailler ça ensemble, parce qu'il n'y a pas de raison que ces moments-là, nous, qu'on n'a plus en classe avec nos élèves, ils soient perdus sur ces moments où les enfants ont une forte vigilance quand même. Donc ça devrait être aussi des moments vraiment d'apprentissage et pas uniquement de la garderie améliorée. Voilà. Donc voilà pour ce qui est des pics de vigilance quotidiens. Donc en fonction de ça, normalement, on essaye tous et toutes d'organiser notre emploi du temps dans la classe, notre emploi du temps de classe, par niveau aussi dans l'école. Bon, évidemment, on n'est pas dupe, on le sait tous que parfois le rythme biologique de l'enfant est complètement se retrouve en décalage avec le rythme des contraintes scolaires et qu'on va se retrouver par exemple à un moment où on devrait peut-être en train de se reposer dans la salle de motricité parce qu'on n'a pas le choix, parce que c'est le seul moment où la salle est libre. Donc après il y a des aménagements à faire. On en avait parlé aussi, aussi des pauses actives dans la journée pour rythmer les moments pour alterner les moments d'attention, les pauses actives, l'aménagement d'un coin dans la classe, d'un coin où les enfants peuvent faire de l'activité physique, alors sans que ce soit des choses extraordinaires. Il ne s'agit pas de mettre un mur d'escalade, mais des petites poutres, une ligne au sol collée, scotch collé au sol, enfin des lignes où les enfants vont marcher dessus. Alors, vous avez dû voir ça souvent on voit ça dans les diaporamas ou dans les vidéos. Pensez à ne pas imaginer la classe comme un lieu, un sanctuaire, toujours au calme, sans bruit, sans agitation. Forcément, il y a un moment donné où de toute façon, ils ont besoin de bouger. Donc, si vous n'avez pas la salle de motricité à ce moment-là, c'est pas grave, on s'organise, on fait des pauses actives où on a un coin dans sa classe ou dans le dortoir, dans la pièce à côté où les enfants peuvent, en autonomie ou plus ou moins ou avec la SEM, se décrocher pour aller, pour pouvoir décharger. Les lieux de repli aussi. Contrario, le lieu de repli où à un moment donné de la journée, il y a des enfants qui ont besoin, surtout certains enfants qui ont encore plus besoin, je pense à certains types d'enfants particuliers, on va dire, besoins particuliers. Le coin de repli où l'enfant peut se replier, être au calme, sans être dérangé, avoir l'impression d'être dérangé par les autres et par le collectif qui peut parfois peser. Si on n'a pas le moyen à ce moment-là de le sortir ou de faire autrement, voilà. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question. Complètement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que Pauline Grégoire, vous y avez des choses peut-être dont vous aviez envie de témoigner par rapport à quels sont les facteurs à prendre en compte quand on réfléchit au temps d'une activité pour un enfant? Je sais que Pauline avait parlé un peu de motivation, on a déjà parlé d'émotion. Je sais, après, tu peux aussi évoquer d'autres notions. Moi, encore une fois, pour revenir à cette expérience de terrain qui m'a vraiment marquée, parce que dans les premiers temps, quand je prenais les élèves pour les emmener faire des choses qu'ils ne faisaient pas d'habitude sur cette interface numérique, et ce n'était pas que l'écran, hein, c'était une interface numérique dans laquelle ils faisaient des choses hors écran qu'ils numérisaient ensuite. Donc, l'idée, c'était pas qu'ils étaient captifs de l'écran du tout, mais bref, ça leur arrivait. Je les prenais juste après la pause déjeuner et ils restaient littéralement jusqu'à la sonnerie de fin de la journée avec l'enseignant qui venait me voir et qui me disait mais ils n'ont pas décroché. Enfin, c'est pas possible en fait. Ils n'y croyaient pas. Et du coup, moi, ça m'a amené et on a du coup beaucoup travaillé sur qu'est-ce qui fait qu'en fait à un moment l'enfant sature d'une activité ou pas et comment est-ce que il a les moyens de réorienter son activité. Donc là-dessus, c'est moi les outils heuristiques que j'utilisais pendant ma thèse, c'était notamment les études sur la saturation donc, de l'activité de Vygotsky, qui est un psychologue du développement russe, bref, et qui montrait notamment, il montrait un enfant, donc il a cet exemple assez connu d'un enfant qui dessine. À un moment, l'enfant en a marre de dessiner, il pose son crayon et il pense qu'il va faire autre chose. Et là, le chercheur lui demande « Et si tu montrais
à ton camarade comment faire, il reprend le crayon et en fait il poursuit l'activité juste avec d'autres motifs. Mais l'activité reste sensiblement la même en fait. Et donc ce sur quoi on a beaucoup travaillé cette année-là avec l'enseignant, c'était de comprendre comment les élèves construisaient le sens de l'activité, en l'occurrence de production documentaire, et de voir que déjà ils ne donnaient pas du tout tous le même sens à cette activité-là, et ça c'était important de respecter ce que chacun y mettait, et comment est-ce qu'ils les réorientaient quand ils saturaient en fait de l'activité qu'ils étaient en train de faire. Et donc il me semblait que ce que je trouvais assez fort, c'est que d'une part, ça déjouait un peu tous les clichés qu'on peut avoir sur tiens, on s'imagine que l'enfant, il peut être attentif que 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes en fonction de l'âge. Alors qu'en fait, s'il trouve du sens à son activité, en fait, il n'y a pas de raison qu'il sature. Et c'est là où on en revient aussi à du coup l'organisation de l'espace et du temps auquel il peut contribuer. Parce que de ce fait, il construit un cadre dans lequel il peut réorienter son activité en fait, et retrouver d'autres motifs. Et du coup, en fait, il peut avoir un trajet qui a l'air d'être la même chose, mais en fait, qui pour lui, il y a eu plusieurs sens et ça s'est décliné au fur et à mesure du temps. Donc voilà, je pense que là, c'est des facteurs intéressants. Tout à fait. Est-ce que, Grégoire, tu voulais ajouter Non, je voulais aussi dire simplement une chose, qui est que on essaie souvent de regarder ces problématiques-là en se disant mais il y a quelque chose de très normatif. Alors, quand ils sont petits, c'est tant d'activités qu'ils sont capables de faire. Ensuite, quand ils seront en moyenne section, ils auront cette capacité attentionnelle, cette capacité de compréhension, donc ils pourront faire ça. Et puis en troisième, en grande section maternelle, voilà ce qu'ils pourront faire. Alors, ce qu'on essaie de dire déjà un peu au ministère et à la DGESCO et qu'on essaie de porter, c'est que la variabilité interindividuelle est tellement forte chez les enfants de maternelle qu'avoir des conceptions comme ça, très moyennes de ce que devrait faire un enfant à tel ou tel moment, quand vous savez, d'une part, les inégalités éducatives avec lesquelles les enfants arrivent dans le cadre scolaire, notamment le nombre de mots dans le vocabulaire de l'enfant, 1200 quand ils viennent d'un milieu social favorisé, 500 quand ils viennent d'un milieu social défavorisé. Vous voyez bien que si on passe par une activité médiée par le langage, on a déjà une problématique, ne serait-ce que là. Donc il va falloir gérer cette hétérogénéité, c'est complexe à gérer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous savez sans doute, mais encore une fois, je vous apprends rien, mais c'est ce que parfois la recherche ne fait que confirmer des intuitions pédagogiques. La plus grosse inégalité produite dans le cadre de la réussite scolaire, on n'est pas forcément que dans le cadre éducatif, c'est simplement la date de naissance. Donc je veux dire, c'est une autre problématique, mais ce que je veux dire simplement, c'est qu'il faut faire attention parce que souvent on essaie de se dire on va penser l'activité de telle manière à ce que, en fonction de ce qu'on sait du cycle ou du développement de l'enfant, alors ça devrait fonctionner. En fait, on ne sait pas trop parce qu'en fait, il y a une telle hétérogénéité qu'en fait, c'est l'hétérogénéité qu'il faut essayer de penser. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des mécanismes finalement très généraux qui sont communs à tous les enfants, indépendamment qu'ils soient du début de l'année, du fin de l'année, indépendamment de leur milieu social d'origine, sur lequel on ne peut pas jouer. C'est exactement ce que vous disiez, c'est la motivation intrinsèque, la compréhension des objectifs de la tâche. Tout ça va favoriser l'engagement dans l'activité. Puis effectivement, l'idée de se dire comment on fait pour à un moment réengager l'attention des apprenants, comment on crée des notions qui sont alors cette fois-ci empruntées effectivement plutôt à des choses comme les jeux vidéo, comment on peut maintenir le flow dans une activité, parce que ça marche, on voit bien qu'ils sont capables de rester extrêmement longtemps concentrés sur un certain nombre d'activités. Le véritable enjeu, c'est de les motiver à être concentrés dans cette activité-là. Et la meilleure façon d'être motivé, c'est déjà de comprendre ce qu'on fait, pourquoi on le fait et comment on le fait. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut, à mon avis, travailler de façon systématique. Et ça, effectivement, après, vous allez avoir de l'hétérogénéité. Ça, c'est inhérent même à la classe dans laquelle vous êtes. Mais encore une fois, c'est l'observation, je dirais, de votre quotidien. Mais c'est aussi ça, la difficulté, c'est que souvent, on se dit « Ah, il y a quelque chose de normé là-dedans. Finalement, il devrait... » non, en fait, il devrait. Ça, c'est un peu une conception qui est très héritée de modèles du développement qu'on a un peu dépassé. Merci beaucoup à tous les quatre. Nous remettre un peu dans un autre mode, qu'on en parle, de changer un petit peu les activités, ou en tout cas les objectifs. Donc, on va passer à la version ouverte des questions. Donc, si dans le public... vous avez, même si on n'a pas eu de pic de sucre aujourd'hui, l'après-midi, si vous avez quand même encore quelques questions. Voilà, donc l'idée, on a encore une petite quinzaine de minutes ensemble, donc n'hésitez pas. Voilà, c'est ça.
Alors, on va vous faire passer le micro puisque nous enregistrons Problème les de choses. taille de, Allez, Marion, de continue. câble. Merci Marion. Bonjour Soumiko, je suis chercheuse en sémiologie et de design de couleurs et j'essaye de monter des activités de médiation chromatique depuis plus de 10 ans, c'est-à-dire de partager par le biais de la couleur la compréhension par rapport à notre monde et surtout moi je suis japonaise donc c'est grâce à la couleur aussi que j'ai appris la culture française. Et je me pose beaucoup de questions. Je n'ai pas encore sauté le pas vraiment d'aller vers la petite enfance parce que je considère que je n'ai pas d'expertise pour l'accompagnement. Donc, je cherche des personnes qui pourraient, avec moi, peut-être m'accompagner dans cette aventure. En tout cas, de l'expérience des parcours que j'ai pu proposer à des adultes et à des adolescents, je me pose toujours la question par rapport à ces activités de comment, après ces expériences, comment les personnes qui ont participé à ces activités peuvent être autonomes. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça fait référence à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au temps scolaire, par exemple, et cette transition, vous disiez tout à l'heure, de l'espace-temps quand on sort de l'école ou quand on sort du musée, ces activités, cette expérience de l'activité, comment l'enfant peut continuer à le vivre, parce que l'apprentissage, il me semble que ce n'est pas que le moment, et c'est peut-être aussi le moment où quand la personne a reçu la transmission et peut aussi même partager avec son environnement. Donc j'avais trouvé très intéressant ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la concentration dont vous parlez, la saturation, vous disiez tout à l'heure, comment on gère ça. Est-ce qu'un enfant de cet âge-là serait capable, hors temps de son repérage d'activité, d'être autonome aussi par rapport à peut-être des rituels, etc., se souvenir de l'activité, et puis aussi d'avoir envie de partager, même de transmettre, par exemple à ses parents, à son environnement. Voilà, c'était une question que je voulais formuler. Merci pour votre question. Je vous laisse y répondre. Je veux bien tenter une réponse, mais je ne sais pas si je suis la plus adaptée. Moi, il me semble qu'il y a 2 éléments qui me viennent. La première, c'est que ça me fait penser, et c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, mais il y a des activités qu'on va appeler, selon certains cadres de référence, qu'on peut appeler constructives. Ça veut dire qu'on va construire des manières de faire, des schèmes, et des activités productives où, en gros, on remet en jeu ce schème et on essaye de voir si, oui ou non, on l'a bien acquis, en gros. Et du coup, ça peut être intéressant de penser ces activités-là si votre intention, c'est qu'elles puissent se dérouler ailleurs, dans un autre contexte, de penser ça de cette manière, c'est-à-dire de se dire, peut-être qu'il y a une manière de la vivre ou de l'expérimenter la première fois qui peut être constructive et qui permet qu'ensuite la personne, en l'occurrence un enfant, même très jeune, puisse avoir envie en autonomie de la remettre et de la rejouer dans d'autres contextes. Mais après, l'autre possibilité, ça peut être aussi de le prompter en tant qu'enseignant, en imaginant des choses qui se poursuivent. Et donc, je parlais d'objets transitionnels, ça pourrait être aussi de dire, peut-être qu'à la maison, tu peux continuer à faire telle chose. Et du coup, on imagine que si l'enfant le fait à la maison, alors son entourage le voit et donc participe de cette activité. Et donc d'autres choses, moi ce que je trouve assez passionnant dans ce genre d'approche, c'est que du coup, tout ce qui se construit en dehors du cadre revient nourrir après à l'école la discussion. Et donc du coup, ça fait vraiment des passerelles dont on peut se saisir pour discuter, pour remobiliser toutes ces ressources et faire voir la pluralité des contextes dans lesquels les enfants habitent. Enfin voilà, ça peut être... C'est ce qui me vient comme ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres réponses, réactions. Je vais répondre peut-être. C'est vrai que les tout-petits, c'est vraiment un public à part dans la médiation culturelle.
Et il faut, je pense, passer du temps auprès des tout-petits pour les comprendre ou venir un temps à l'école. Même observer des enfants dans une cour de récréation en maternelle, c'est édifiant. Enfin, c'est fou. Voilà. Donc je crois que il y a un temps d'observation à faire, je pense. Et si vous avez de l'expérience avec des enfants plus grands, je pense que vous saurez adapter finalement votre contenu par rapport à ça. Après, ça fait un peu la communicante, mais le musée de poche prépare des formations à la rentrée pour la médiation culturelle. Voilà, c'est pas mon genre, mais voilà, là je me dis que c'était quand même le moment. Voilà, il y a d'autres personnes qui font des formations aussi, mais voilà, mais faites un stage en école ou en crèche. Merci. Est-ce que nous avons d'autres questions dans la salle? Oui, Isabelle. Donc Isabelle de Chauvron, je suis la directrice de la maternelle et Muriot, mes collègues sont là. Je voulais juste dire que par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, la motivation des enfants, le fait qu'ils apprennent avec leur père, que je pense que les classes à multiniveau qui sont à l'école répondent à beaucoup de ces questions-là. L'entraide entre les enfants, le mimétisme, l'observation des petits par les grands, le fait que les grands expliquent aux petits, donc conçoivent clairement, comme on dit, ce qu'ils peuvent expliquer. Ça répond quand même à beaucoup de questions qui ont été soulevées, je trouve, là. Oui, effectivement, on sait qu'il y a des données qui montrent que les classes multiniveaux peuvent avoir des effets positifs sur l'autonomisation des enfants et sur les apprentissages, notamment par le biais de ce que vous expliquez, c'est-à-dire le fait que les grands expliquent aux petits. Je pense qu'il y a quand même un autre problème, puisque quand je suis arrivé, vous étiez au niveau des utopies. Donc, moi, j'aurais une utopie, c'est que les enfants puissent rester plus longtemps à la maternelle s'ils sont pas prêts à rentrer au CP, sans faire un dossier à la MDPH. Donc, voilà, je pense qu'il y a des choses comme ça qu'on peut essayer de mettre en place, les classes multiniveaux, l'idée que voilà, il peut y avoir effectivement l'idée que la maternelle c'est l'endroit où on construit les blocs de base des apprentissages futurs et que on peut effectivement mettre un peu plus de temps à les acquérir. Et que ça, je pense que c'est vraiment là un vecteur de réduction des inégalités plus que de faire plus de phonique dès le début de la petite section de maternelle. Mon humble... Même pas opinion, enfin si, c'est une petite opinion, plus qu'une opinion, un peu étayée sur des faits quand même. C'est drôle, juste avant la table ronde, on se disait aussi avec Pauline à quel point en fait la maternelle est aussi une source d'inspiration, enfin tout ce qui est mis en place de manière pédagogique en maternelle et tous les temps que vous mettez en place et ces espaces aussi, les espaces et le temps. Et donc, ces espaces-temps que vous créez sont des sources d'inspiration, je trouve, pour tous les niveaux, mais jusqu'à tout au long de la vie, en fait, dans la formation. Et pour ajouter, je crois qu'il y a plein de gens qui sont nostalgiques de la maternelle. Et je pense que la maternelle devrait durer plus longtemps. Et c'est vrai que nous, on travaille aussi beaucoup avec des élémentaires et on voit quand même que parfois, entre un groupe de grandes sections et des CM1, en fait, il y a très peu de différence au niveau des acquisitions, de motricité, de créativité, n'en parlons plus. C'est comme si le CP, on les mettait dans une case. Leur imagination se tarit vraiment au fur et à mesure des classes d'élémentaire. Donc, il faut faire quelque chose pour la maternelle et mettre les moyens. Il ne faut peut-être pas poursuivre la maternelle, mais juste changer les pratiques de l'élémentaire qui suit. C'est ça. Voilà. Oui, on est utopiste. On essaye, nous, de faire venir les enseignants déjà de CP pour voir comment on travaille. Et puis mettre l'enfant au cœur des apprentissages, c'est-à-dire, ce n'est pas forcément l'enfant qui va suivre un programme, mais à nous de nous adapter à l'enfant et là où il en est. Mais pour ce qui est de la peinture et des activités créatives, on sait bien qu'en élémentaire, c'est tout de suite... ils en font quasiment plus, quoi. C'est-à-dire que voilà, c'est plus parquet, alors qu'on a une interdiscipline en maternelle qui est souvent perdue en élémentaire. Est-ce qu'on a une peut-être dernière question? Une dernière remarque? C'est une question, vous, de votre part à la salle, vous avez le droit aussi, ou entre vous.
Et si c'est bon, je vous propose de conclure cette journée. Donc, alors, je vous propose pour commencer qu'on applaudisse nos intervenants et intervenantes. Grand merci pour votre participation à tous les quatre. C'était, je trouve, très inspirant de terminer cette année à travailler sur ce sujet. Voilà, ça nous a beaucoup nourris et j'espère que ça va continuer.